Donc je suis Christiane Voller pour ceux qui ne me connaissent pas, et donc je fais partie de Égalité. Je suis philosophe je suis ravie de présenter la séance de ce soir et donc qui relève du dispositif égalité, de l'association égalité et de la manière dont elle souhaite effectivement à la fois mener un travail de réflexion collective, un travail d'analyse commune et aussi un travail de transmission finalement et d'une certaine manière d'éducation. Et donc c'est la première rencontre organisée par Égalité. Et cette rencontre, elle s'intitule d'un titre tout à fait éloquent, Contre tous les campismes internationalistes, unissons-nous. Donc un titre assez battant dans une période où on a véritablement besoin de l'être. Et donc elle traite effectivement, nous allons traiter de cette question avec les invités que je vais présenter tout à l'heure. Et auparavant, avant de vous les présenter, quelques mots juste pour dire quelles sont les règles en fait pour intervenir après leur présentation. Je vous donnerai la scansion d'ensemble de l'organisation de cette séance. Première règle, on s'inscrit en mettant son prénom dans le chat si l'on souhaite intervenir donc après les interventions des quatre invités. Et ensuite, on essaiera autant que possible d'alterner hommes et femmes. Et surtout, chacun parle 3 minutes maximum pour que tout le monde ait véritablement le temps de s'exprimer et que les interventions, disons, qui ne sont pas celles des invités, ne consistent pas en un long, comment dire, en un long monologue qui pourrait bien casser le rythme de la rencontre et qu'effectivement, ces interventions s'adressent bien aux personnes qui sont intervenues pour pouvoir voilà, les interroger, leur demander des précisions ou faire éventuellement des remarques sur Oui, sur oui, leur vous avez Julien, un accès gratuit à Internet. euh, Julien, excusez-moi, on vous entend. Voilà. Alors, ce titre, effectivement, contre tous les campismes, d'abord, il pose la question, effectivement, de ce qu'est d'abord le campisme. Et originellement, c'était une position liée, en fait, à la guerre froide, c'est-à-dire à la division du monde en deux blocs et en deux camps et division qui consistait en ce que, au final, on prenait parti pour un camp ou pour l'autre, et prendre parti pour l'un ou pour l'autre était admettre tous les abus de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre. Autrement dit, c'était finalement aussi prendre position sur des pouvoirs politiques davantage que sur le droit des peuples eux-mêmes. Et le campisme consistait précisément à faire passer les droits des peuples en deçà de la question de choix d'orientation généraux. Au moment de la chute des blocs, les choses sont devenues beaucoup plus complexes, et dans cette complexité, eh bien, le même problème s'est posé, à savoir comment, de manière internationaliste, pouvoir défendre les droits des peuples, y compris contre les options de pouvoir politique qui prétendaient les représenter. Donc, cette question-là, elle a été euh, bien et fort bien traitée par chacun d'entre les quatre intervenants qui vont parler. Chacun aura 15 minutes maximum pour le faire, pour que ça dure effectivement 1 heure en tout et pas davantage, ces présentations, et qu'ensuite on puisse passer à la discussion avec les règles que je viens de vous donner. Et chacun des quatre invités parlera d'une région géopolitique spécifique, jusqu'au dernier, pour lequel la région géopolitique sera beaucoup plus étendue, puisqu'il s'agira des BRICS. Donc, je vous propose d'abord de commencer avec Joseph Daher sur la question de la Syrie et du Moyen-Orient. Ensuite, ce sera au tour de Catherine Samari sur l'Ukraine, puis de Yoleti Bracho sur le Venezuela, et enfin de Bernard Dreano sur les BRICS. Je pense que cet ordre-là conviendra à tout le monde pour élargir un peu le champ
à la fin. Je vous les présente tout de suite et la présentation sera un peu plus longue pour Joseph Daher en fonction d'une actualité très représentative de la période contemporaine qui est effectivement l'actualité dont je vais vous parler, dont certains d'entre vous sont déjà au courant. Alors, pour commencer, effectivement, Joseph Daher, excusez-moi, je reprends. Joseph Daher est politiste et militant internationaliste. Il intervient ici sur la Syrie et le Moyen-Orient. Il enseigne à l'Université de Lausanne en Suisse et professeur affilié à l'Institut universitaire européen de Florence. Et il vient d'être victime d'une procédure arbitraire de la part de la direction de l'Université de Lausanne, l'UNIL, à savoir le non-renouvellement de son contrat en tant que professeur invité pour le semestre de printemps 2025. Cette mesure est entièrement liée avec sa défense des droits fondamentaux et son engagement dans le soutien aux revendications des étudiants de l'UNIL mobilisés pour la cause palestinienne. Son ouvrage, Gaza, un génocide en cours, doit sortir en avril prochain aux éditions Sileps. Il intervient ici sur l'ère géopolitique donc, du Moyen-Orient et de la Syrie et la persécution véritablement dont il est l'objet actuellement et dont son exclusion de l'université est en quelque sorte l'acmé, est tout à fait significative des persécutions qui ont lieu actuellement littéralement dans le monde et de manière très internationale à l'égard des chercheurs critiques et plus précisément concernant précisément la question de la Palestine. Euh, Ensuite, ce sera Catherine Samari qui prendra la parole. Catherine Samari est économiste. Elle est membre d'Attaque et du nouveau parti anticapitaliste. Elle intervient ici donc sur l'Ukraine, un autre axe géopolitique sur lequel se pose cette question du campisme. Puis Yoleti Braccio interviendra, elle est politiste, elle est membre des associations Égalité et Ensemble, et elle interviendra ici sur le cas emblématique du Venezuela, dont elle est une fine connaisseuse et sur laquelle elle a fait plusieurs terrains. Enfin, Bernard Dreano, auteur et militant internationaliste et qui a énormément travaillé la question du campisme et qui est membre du CDTIM, interviendra lui sur les BRICS, donc qui nous présentera les BRICS, c'est-à-dire effectivement cet ensemble de pays, supposés en tout cas non alignés, mais dont il nous dira davantage exactement de quoi il s'agit et en quoi ça concerne directement cette question d'une critique du campisme par rapport à l'internationalisme de la défense des droits. Pour chacun d'entre eux, je leur ai demandé, disons, de traiter globalement, mais dans l'ordre qui leur convient et de la manière qu'ils le souhaitent, ces trois questions, à savoir en quoi consiste le campisme, donc dans chacun de ces cas, et quelle force met-il en présence, et puis quelles sont ses origines et en quoi peut-il constituer un frein à la lutte contre l'impérialisme, et enfin, comment agir à son encontre dans une perspective internationaliste pour soutenir la réalité des luttes populaires. Donc un vaste programme dont nous n'aurons pas trop de 2 heures pour arriver à le traiter, et donc je vais donner la parole d'abord à Joseph Daher, après effectivement la présentation que je viens d'en faire. Joseph, c'est à toi. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup pour votre solidarité à tout le monde. Et c'est un plaisir d'être avec vous, surtout avec des camarades que je respecte beaucoup sur le même panel, si on peut dire. Donc, pour essayer de ne pas faire trop long, disons, pour répondre à ces trois orientations, c'est dans ce cadre comment le campisme a à bien des égards empêché un soutien plus large de la gauche, dans son sens large, au processus révolutionnaire syrien. Christiane a expliqué ses origines durant l'ère de l'Union soviétique. Ensuite, avec la fin de l'Union soviétique, c'était quasiment tout ce qui s'opposait d'une manière directe ou indirecte ou superficielle au projet hégémonique états-unien était considéré ou caractérisé comme anti-impérialiste. Bien sûr, il y avait déjà, avant le début des processus révolutionnaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ces dynamiques existaient déjà. C'est-à-dire, par exemple, apporter un soutien
acritique à certaines organisations de type Hezbollah en 2006 au Liban et à l'axe qui le constituait, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran. Et bien sûr, la difficulté pour les internationalistes comme nous sommes, c'est bien sûr d'affirmer le droit à la résistance, l'opposition claire et totale à l'impérialisme américain et à son fidèle serviteur, si on peut dire, l'État d'Israël, pour euh, voilà, consolider l'hégémonie américaine dans la région. Cela ne signifie pas nécessairement de transformer, comme on avait pu l'entendre parfois encore jusqu'à aujourd'hui, le Hezbollah en une organisation de type soi-disant théologie de la libération à la sauce islamique, comme on pouvait l'entendre à cette époque-là. D'ailleurs, c'était une de mes motivations principales à l'époque, au début de mes 20 ans, à faire ma thèse sur ça, justement sur ces contradictions et qui étaient aussi des débats très présents, pas simplement bien sûr en Europe, mais également au Moyen-Orient, comment se positionner par rapport à ce type d'organisation. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement sur le cas syrien, ce campus s'est affirmé très rapidement et dans une période qui n'était pas forcément facile. Si vous vous rappelez, c'était le début des processus révolutionnaires, donc en 2011, aussi appelé, c'est pas un terme que j'apprécie beaucoup, mais printemps arabe euh, et dans lequel il y avait une euphorie totalement justifiée, où des soulèvements populaires massifs avaient pu renverser des dictateurs qui étaient en place depuis plus de 30 ans parfois. Si on se rappelle de Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, et aussi ça ramenait une période à des espoirs, ou surtout pour ceux et celles qui voient la possibilité du changement par en bas, qu'il était encore possible de construire des alternatives par des transformations profondes et par des mobilisations par en bas massives. Sans oublier voilà, que la chute de Ben Ali survient à la suite d'une grève générale en Tunisie, avec ses contradictions, mais également en Égypte. On s'est beaucoup focalisé sur Tahrir Square, la place Tahrir, mais c'était pas oublier les grèves massives qui avaient eu lieu pour pousser à la chute du dictateur Moubarak. Et dans ce cadre-là, voilà, il y a euh, les soulèvements populaires s'étendent à d'autres pays de la région, y compris la Syrie. Et dès le début, on voit quand même une certaine opposition par une partie de la gauche basée sur une forme de campisme qui mène à désigner la Syrie comme une forme de régime anti-impérialiste car il serait opposé politiquement aux États-Unis et s'inscrirait dans l'axe dit de la résistance avec Hezbollah et Iran, qui sont aussi caractérisés par une partie de la gauche comme anti-impérialistes. Et en plus de cela, on caractérise également ce régime de soi-disant laïque, de socialiste et autres descriptifs très loin d'être la vérité, disons. Et ce qui empêche une partie de la gauche de, voilà, de se mettre en solidarité et aussi de tomber très souvent, pas simplement dans une analyse superficielle géopolitique, mais également dans des formes de complotisme. Sachant que durant les 6 premiers mois du soulèvement populaire, presque tous les pays de la région, même ceux qui diront leur soutien, soi-disant, à la révolution syrienne, de type Turquie, monarchie du Golfe, cherche une solution avec le régime dictatorial de Assad. Trouver une sorte de transition contrôlée où il y aurait une intégration voilà, de membres alliés avec ces pays ou très souvent proches des frères musulmans qui ont une orientation politique néolibérale, pas du tout en contradiction avec les États-Unis de manière générale. Euh, et voilà, la Syrie est décrite donc faisant face à un complot euh, d'un axe pro-américain allié avec les monarchies du Golfe et Turquie, alors que c'est oublié que Erdogan et Assad étaient meilleurs copains, ils partaient en vacances, entre guillemets, ensemble, et pour de vrai, et les monarchies du Golfe étaient les principaux investisseurs en Syrie en 2011. Mais au-delà de cela, et c'est aussi de la même manière, on disait que les alliés du régime confirmaient cette nature anti-impérialiste, du fait que la Russie et l'Iran avaient soi-disant un agenda politique en contradiction avec les États-Unis. Donc, et le problème, de manière générale, c'était aussi de caractériser ces États uniquement en fonction de leur politique étrangère, ce qui, pour la gauche, est pour moi inacceptable, car la première chose qu'on doit regarder, c'est comment
les classes dirigeantes de ces régimes se comportent par rapport à leurs classes ouvrières, travailleuses et populaires. Et le régime syrien se caractérisait par un despotisme euh, mortifère, des politiques néolibérales qui bénéficiaient à un réseau d'hommes d'affaires affiliés au palais présidentiel, c'est-à-dire au centre de pouvoir de Assad et autres. Et c'est en grande partie quelque chose qui est resté dominant dans la description du soulèvement populaire syrien et particulièrement devenu prégnant quand il s'est militarisé, quand les groupes réactionnaires ont commencé à prendre une importance plus primordiale sur le réseau militaire, les interventions étrangères du côté de l'Arabie saoudite, Qatar et Turquie. Et tant que c'était dénoncé, ce genre d'intervention, que je dénonçais également, parce qu'elle finalement soutenait les acteurs les plus réactionnaires de la révolution, aucune caractérisation des interventions, que ce soit de l'Iran ou de la Russie, n'était aussi décrite d'impérialistes pour protéger leurs intérêts géopolitiques principalement, et ensuite qui voulaient essayer de transformer en gains économiques. Mais c'était principalement des dynamiques géopolitiques qui expliquaient le soutien au régime syrien. Donc là, on voit, et cela s'est continué jusqu'à la chute de Assad le 8 décembre 2024, qui a permis la chute, qui reste quelque chose de fantastique hein, pour la grande majorité des Syriens et Syriennes, la chute d'une famille dynastique, despotique, 54 ans au pouvoir en disant que la chute de régime suivait finalement le génocide à Gaza, la guerre au Liban, et que voilà, c'était une autre manière d'affaiblir l'axe de la résistance, alors que c'était tout le contraire. Israël avait toujours voulu le maintien de ce régime, et maintien surtout d'un régime faible. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que ce régime protégeait, entre guillemets, les intérêts israéliens, c'est que le jour d'après de la chute du régime Assad, Israël a étendu son occupation de la Syrie, du Golan et du sud de la Syrie, et a détruit la grande majorité des infrastructures et sites militaires, capacités militaires du régime syrien. Car pour Israël, très clairement, il est opposé à toute forme de démocratisation qui pourrait amener une plus grande solidarité avec la question palestinienne. D'ailleurs, on a vu le jour du cessez-le-feu à Gaza, des manifestations populaires sortir un peu partout en Syrie, de même qu'on a vu des manifestations populaires s'opposer à l'occupation israélienne. À savoir que durant 40 ans, il était interdit de résister à partir du territoire syrien contre Israël. Donc Bachar el-Assad protégeait ses frontières avec l'État israélien. Euh, donc c'est là où on voit une partie de ce campisme nier ses réalités politiques, mais surtout donc en fait s'allier avec un régime autoritaire despotique face à un soulèvement populaire. Et comment ça constitue un frein contre l'impérialisme en soi? Parce qu'il y a une partie, particulièrement au sein des mouvements anti-guerre, qui ont repris ce slogan l'ennemi principal est dans notre propre pays. Mais en coupant, moi c'est ce que je dis, toujours la phrase, pas en ne prenant le paragraphe complet, souvent en citant cette phrase fameuse de Karl Liebknecht, euh, qu'il a fait cette déclaration dans le cadre d'une condamnation de l'agression impérialiste contre la Russie menée par l'Autriche-Hongrie, pardon, l'Autriche-Allemagne de l'époque, l'Empire. Et ils oublient toujours de citer que cela doit, bien sûr, on doit s'opposer à nos propres classes dirigeantes, mais toujours en mentionnant notre solidarité avec les classes populaires des autres pays. Et dans ce cadre-là, souvent, on voyait que le principal ennemi à la maison, dans nos classes dirigeantes, cela n'empêchait pas l'alliance avec des acteurs politiques ou des individus qui étaient souvent des supporters des régimes autoritaires. Et on encourageait en fait les discours ou les analyses qui voilà, transformaient le soulèvement populaire en complot. De même, cette analyse du campisme empêche de voir que très souvent, les principales puissances, qu'elles soient internationales, Russie, États-Unis, dans le cadre syrien, ou régionales, pouvaient se mettre d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. euh, c'est ce qui s'est passé dans le cadre syrien où la Russie et les États-Unis avaient des accords communs, et de même qu'on a pu voir par la suite des accords ou des tentatives de normalisation entre l'Arabie saoudite, Turquie et la Syrie jusqu'à la chute. Et ça empêche de voir ces dynamiques impérialistes et donc d'avoir une véritable politique anti-impérialisme. Donc,
j'arrive vers ma conclusion, c'est que aussi ce soutien venait dans une perspective, et je pense que ce que Bernard en traitera plus tard, sur une vision du monde qui, encore une fois, reste uniquement géopolitique, où les populations ou les classes populaires sont absentes de toute analyse, donc une analyse uniquement par en haut, et qui pour moi encore est en contradiction avec une pensée internationaliste de classe et marxisante. Euh, voilà, essayer une partie de la gauche dire oui, finalement, c'est mieux d'avoir un monde multipolaire à la place qu'un monde bipolaire ou unipolaire, et comme si ce serait aux intérêts des classes populaires. Bah, on peut voir qu'à travers l'histoire, l'idée d'avoir un monde unipolaire à la suite de la fin de l'Union soviétique ou durant l'Union soviétique bipolaire, et aujourd'hui, entre guillemets, en partie multipolaire, même si les États-Unis restent la puissance fondamentale, ou voir la Russie, la Chine ou partie des BRICS comme une alternative, pas simplement anti-impérialiste, mais anti-capitaliste, alors que c'est très loin d'être le cas, bien au contraire, il renforce ces dynamiques, font qu'on oublie la boussole politique, selon moi, principale, qui est la libération et l'émancipation des classes populaires. Et c'est pour ça qu'une partie de la gauche n'a pas pu se réjouir de la chute du régime Assad, se focalisant uniquement sur les interventions étrangères, sur les menaces et les défis qui sont réels. Pour avoir été aux Syrie pour la première fois depuis 14 ans, au début de l'année, pendant une dizaine de jours, 2 semaines, il y a des défis absolument immenses qu'on ne peut pas négliger avec un nouveau pouvoir réactionnaire, pro-néolibéral, qui s'accorde aussi avec des puissances impérialistes et régionales. Mais encore une fois, on oublie, on oblitère, ou en fait, on nie que la capacité d'auto-organisation, d'organisation des clauses populaires, c'est a augmenté énormément en Syrie. Aujourd'hui, vous avez 3 à 4 conférences politiques à Damas simplement, dans d'autres régions également. Vous avez des manifestations sur des questions sociales, démocratiques, prisonniers politiques. Et tout cela, finalement, cette analyse du campisme nous montre que on oublie l'essentiel, que voilà, la libération et l'émancipation des classes populaires se fera par leur propre mouvement, par leur propre mobilisation, et de penser une alternative par en bas. À la place, on essaie de chercher, est-ce qu'on pourrait avoir un soutien potentiel d'un État impérialiste ou régional contre telle ou telle chose, alors qu'ils peuvent très bien se mettre d'accord sur la fin. Donc, bien sûr, des accords tactiques sont possibles, mais sur le niveau stratégique, la question essentielle, c'est de comment augmenter la capacité d'organisation des classes populaires. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est complètement oblitéré, en fait, par le campisme et qui oublie la boussole politique qui ne devrait pas être à travers des capitales, qu'elles soient Washington, Beijing, euh, euh, Moscou ou autres, mais encore une fois, les luttes par en bas, ce que le campisme nie, tout simplement, et nie l'agencement également des classes populaires qui luttent pour leur libération et l'émancipation. Et finalement, voilà, c'est ce qu'on a vu dans le cadre syrien, un manque d'internationalisme d'une partie de la gauche, pas toute la gauche, qui finalement restait dans des confrontations, des analyses géopolitiques, et qui affaiblit plus généralement, je dirais, la gauche. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je crois que ça va ou... Parfait. Merci beaucoup, Joseph, et merci à un double titre, à la fois d'avoir respecté le temps, ton timing était impeccable, et en même temps de nous avoir donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de grains à moudre dans ton intervention. On y reviendra après au moment des questions, mais en tout cas, c'était véritablement passionnant. Merci. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Catherine. Donc Catherine Samari, effectivement, sur la question de l'Ukraine. Euh, je l'ai présentée tout à l'heure. Catherine, tu as peut-être quelque chose à ajouter aussi dans la présentation que j'ai donnée de toi. Et voilà, je te laisse donc la parole.
Bien, d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ces présentations et de nous permettre de nous retrouver. Euh, Bonsoir à tout le monde. Euh, J'ajouterai quelque chose de la présentation, pas par narcissisme, mais pour préciser de quel point de vue je vais effectivement aborder la question de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine qui est en cours, avec une certaine tradition politique dans laquelle je m'inscris. Je suis de longue date un dinosaure trotskiste, mais à l'intérieur de cette famille-là, je fais partie, dans ma petite organisation, la Quatrième Internationale, d'une famille politique pour laquelle les enjeux de la construction du socialisme, donc de la lutte contre tous les rapports d'oppression et contre le capitalisme, intègrent une boussole qui articule par en bas, comme vient de le dire aussi Joseph, bien sûr, des liens avec des mouvements sociaux qui intègrent les questions nationales, les questions de classe, les questions féministes, etc. Et la question ukrainienne touche à un enjeu majeur dans l'histoire du mouvement ouvrier, des organisations qui se sont réclamées du socialisme, dans le contexte évidemment de ce qu'a été l'histoire de l'Ukraine à l'intérieur de l'URSS. Alors bien sûr, l'histoire de l'Ukraine est bien plus longue que ça, je ne peux pas y revenir, mais je m'attarderai un tout petit peu sur cette dimension. Et en tant que membre de l'internationale à laquelle j'appartiens, j'ai effectivement participé à des liens concrets par en bas et militants avec des organisations ukrainiennes se revendiquant du socialisme, ce qui n'est pas facile en Ukraine quand on a subi à l'époque stalinienne l'agression organisée par Staline contre l'Ukraine au nom du socialisme, qui s'est traduit notamment dans les années 30 par ce qui est appelé en Ukraine l'Holodomor, l'instrumentalisation, y compris donc d'une famine pour étouffer la réalité ukrainienne, sans parler de l'oppression des Tatars de Crimée, qui fait partie aussi de ce passé, etc. Donc, nous avons incorporé dans notre patrimoine politique la lutte contre ces rapports d'oppression, y compris ce réclamant du socialisme. Alors, le campisme, par rapport à la guerre en Ukraine et par rapport à la question ukrainienne, se traduit de façon concrète d'abord et avant tout par la négation de la réalité de l'Ukraine, au nom de plusieurs types de simplification et d'occultation. Alors, je dirais que la première façon d'être à l'intérieur des organisations de gauche, notamment qui se réclament de l'anticapitalisme, d'être campiste, c'est en niant d'abord face à cette guerre l'existence d'une agression de l'Ukraine par un régime russe qui est parfois encore, malheureusement, identifié par certains courants, y compris à l'URSS, et en plus, en occultant de ce qui est le passé de l'URSS, les rapports de domination à l'intérieur de l'URSS vis-à-vis de l'Ukraine. Et c'est notamment le cas, par exemple, de courants comme Lutte ouvrière, avec du coup un accent euh, sur l'anticapitalisme, hein, et sur la défense de ce point de vue-là, donc de facto de la Russie de Poutine en occultant son agression. Mais il y a également un campisme qui se présente comme une interprétation de la scène politique internationale comme une vision, disons, géopolitique qui, là aussi, occulte l'Ukraine au nom de la présentation de deux camps. Et à l'intérieur de ces deux camps, qui seraient d'un point de vue, de ce point de vue-là, celui de l'OTAN, donc je parle de la situation avant Trump, et de la Russie, il y a le choix d'un ennemi principal. Et le choix d'un ennemi principal
qui est classique, qui est l'impérialisme historique, celui qui a commis tous les crimes de politique impériale et colonialiste, donc l'impérialisme américain. Et mon ennemi principal devient en quelque sorte celui qu'on doit soutenir dans cette présentation campiste-là. Euh, et ceci est aggravé évidemment par le fait que l'Ukraine reçoit des armes de cet ennemi, reçoit des armes de l'OTAN. Donc il y a minimisation dans cette vision géopolitique euh, qui occulte l'Ukraine, minimisation de ce qu'on appelle aussi l'agentivité de l'Ukraine, c'est-à-dire le rôle de résistance réelle de l'Ukraine, ce qui est facilité par l'analyse critique, évidemment, qu'on partage, y compris avec nos camarades ukrainiens, de ce qu'est le régime de Zelensky, qui n'est pas notre ami, entre guillemets, politique, au sens où c'est un régime, évidemment, capitaliste et qui a lancé dans l'Ukraine, y compris agressée par la Russie, toute une série de lois sociales, de démantèlement des protections sociales et du Code du travail et de démantèlement des services publics. Donc, au nom de la lutte nécessaire contre ce type d'attaque antisociale, on occulte la dimension d'une guerre d'agression contre l'Ukraine et la négation de la question nationale ukrainienne dans une lutte progressiste à l'échelle internationale où l'on combine plusieurs dimensions. Donc, dans ce contexte-là, il y a ce campisme qui se produit aussi à l'intérieur de la gauche, d'une partie de la gauche, dans la possibilité d'un autre campisme, je dirais, bon, qui lui solidaire de l'Ukraine, mais qui se tait sur le fait que la guerre en Ukraine est également exploité pour des causes réactionnaires et capitalistes dans le développement de l'industrie d'armement et des politiques d'armement et des budgets d'armement qui ne vont pas nécessairement à l'Ukraine. Bon. Donc c'est aussi une forme de campisme qui existe et qu'il faut évidemment combattre. Ces campismes sont sous des formes différentes un frein à la lutte contre l'impérialisme pour plusieurs raisons. Là, alors, la source de ces campismes, la source du campisme anti-russe, bien sûr, c'est d'abord et avant tout la réalité d'une agression qu'il faut dénoncer, la réalité de l'agression de l'Ukraine. La deuxième source d'un campisme anti-russe, c'est bien sûr la réalité également nécessaire à analyser de la transformation fascisante du régime russe qu'il faut également dénoncer en l'assimilant en aucun cas, y compris avec le passé soviétique que l'on peut analyser de façon critique, mais qui n'était pas évidemment le même que celui de la Russie poutinienne actuelle. Et il est d'autant plus nécessaire d'analyser de façon concrète cette transformation du régime russe que la menace contre l'Ukraine n'est pas la seule et qu'elle peut se prolonger, notamment en cas de victoire et d'impunité dans cette agression, par d'autres menaces contre les républiques baltes, contre la Pologne, etc. Et il n'est pas par hasard qu'à l'intérieur de l'Europe, un certain nombre de pays soient plus favorables que d'autres à l'expansion de base de l'OTAN, précisément par crainte d'agression du côté de la Russie. Alors là, la raison d'être de campisme, par contre, anti-occidentaux, bien sûr, et qui nie la réalité de l'agression russe, c'est qu'il faut être anticapitaliste, bien sûr, et qu'il faut également continuer à s'opposer à tous les blocs militaires, y compris à l'OTAN. Et la faiblesse du campisme, c'est qu'on a dans la lutte anti-impérialisme le besoin d'une analyse concrète de tous les impérialismes et de leurs articulations. Il y a d'ailleurs des connivences qui sont maintenant explicitement visibles entre les Ok. États-Unis et la Russie. Et il y a la Eh, nécessité Πρέπει να έχω το τέτοιο. Κοίτα, φοβάμαι να μην ah, κάνω κανένα μία μαλακία. de éteindre Sonia. Merci.
Et il y a d'autre part dans les campismes une autre faiblesse quand elle n'analyse pas, quand il n'y a pas analyse de l'ensemble des rapports de domination et des complicités et des imbrications, c'est que nous avons besoin et de nous rattacher aussi à la construction concrète d'alternatives contre tous les rapports de domination, donc contre tous les impérialismes et contre aussi l'hypocrisie des deux poids, deux mesures dans les dénonciations des guerres en cours et des agressions. Certains se mobilisent en défense de l'Ukraine contre l'impérialisme russe, mais se taisent sur ce qui se passe en Palestine. Et d'autre part, il est évident que les mêmes pouvoirs, comme celui des États-Unis, peuvent avoir eu un discours hypocrite de solidarité avec l'Ukraine tout en menant la politique génocidaire du côté palestinien. Donc, nous avons cette exigence d'une lutte articulée et concrète contre tous les rapports d'oppression. Comment agir contre ces campismes? Je terminerai là-dessus parce que nous avons la chance de nous être impliqués. Je me suis personnellement impliquée avec d'autres camarades dans la création dès mars 2022, donc au lendemain même de l'invasion de la Russie en Ukraine, la création d'un réseau européen et qui s'est d'ailleurs internationalisé vers d'autres continents qui s'appelle l'ENSU, European Network, le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, avec en France donc le RESU dans son vocabulaire français, avec cette plateforme qui le caractérise d'être à la fois contre tous les néocolonialismes et de vouloir se relier par en bas de façon concrète, de façon indépendante donc de tous les gouvernements, y compris du gouvernement ukrainien, avec les forces progressistes qui résistent, qu'elles soient syndicales, féministes, LGBT ou directement politiques, comme nos camarades social Niruch, au mouvement social en Ukraine, qui résistent contre les politiques d'agression et sur plusieurs fronts de lutte, comme je l'ai dit, notamment en Ukraine. Ce qui permet, au travers du RESU, d'organiser notamment des convois syndicaux, d'organiser des liens entre organisations féministes, de nous relier aux campagnes existantes en Ukraine comme Be Like Nina, soit comme Nina, organisée par les infirmières à l'intérieur du réseau des hôpitaux, à la fois contre les privatisations menées par le gouvernement Zelensky, mais aussi contre la corruption, utilisant les aides apportées à l'Ukraine de façon scandaleuse pour s'en mettre plein les poches de façon privée, et en même temps en défendant donc une logique de mouvement social par en bas et indépendant des infirmières, des infirmiers, et des acteurs sociaux de l'Ukraine pour la défense d'un service public particulièrement nécessaire justement en temps de guerre et pour préparer ce qu'est l'Ukraine alternative qu'il s'agit de construire contre notamment les logiques néolibérales. Je dirais simplement pour terminer qu'il manque dans dans cette lutte-là, quelque chose qui est un manque collectif, quelque chose à construire pour l'avenir, c'est-à-dire ce que j'ai appelé dans certains articles le mouvement anti-guerre décolonial, c'est-à-dire un mouvement qui soit capable de s'opposer à la fois à l'industrie d'armement et à ses profits euh, avec la prolifération des dépenses militaires sur le dos des budgets sociaux, qui implique par conséquent la nationalisation des industries d'armement et en même temps un jugement politique et concret, un contrôle sur les politiques d'aide aux pays qui résistent, mais en même temps une opposition au bloc militaire pour leur démantèlement qui reste à l'ordre du jour, démantèlement qui implique à la fois l'OTAN, mais aussi l'organisation de traités de sécurité collective que Poutine a mis en place. Voilà, j'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Catherine, de cet exposé extrêmement clair également, et dans lequel finalement il y a plusieurs croisements
avec la présentation de Joseph tout à l'heure, en particulier cette insistance sur les mouvements par en bas, hein, je pense sur laquelle on reviendra ensuite, hein, je ne vais pas insister davantage là-dessus pour l'instant. Et dans les deux cas, effectivement aussi, la volonté non seulement d'élaborer une analyse, mais aussi de proposer des pistes et des formes d'émancipation possibles. Donc je pense qu'on est effectivement vraiment dans ce que nous souhaitons faire ce soir, c'est-à-dire ouvrir aussi des perspectives et au-delà même des diagnostics. Donc merci beaucoup et merci à toi également pour avoir respecté de manière impeccable le temps imparti. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Yoletti Braccio. Donc, je rappelle, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être tout le monde n'était pas encore arrivé, qu'elle est politiste, membre des associations Égalité et Ensemble, et que par ailleurs, elle fait partie également du comité de rédaction de la revue Contretemps. Et elle va intervenir maintenant sur le cas emblématique du Venezuela, sur lequel elle a de long terme un travail de terrain. Donc, Yoletti, je te passe la parole. Merci beaucoup et à nouveau, merci beaucoup pour l'organisation de ce moment d'échange. Je crois que j'étais moins bonne élève que mes camarades qui ont répondu de manière très systématique aux questions que tu as posées. Donc, je vais essayer quand même de me tenir à ces questions tout en peut-être détournant un peu le regard. Donc, la première question qui se pose, c'est voilà, en quoi consiste le campisme du coup, dans ces contextes-là, dans le cas vénézuélien, et quelle force il met en présence. Et pour répondre à cette question, j'aimerais bien commencer par vous parler des deux événements qui sont arrivés du coup au début du mois de février. Donc un premier événement, c'est le 8 février. On a vu le Parti européen Patriote pour l'Europe se réunir à Madrid sous le slogan Make Europe Great Again. Bien sûr, en faisant appel à l'idée de Make America Great Again aux États-Unis avec Donald Trump. Et en fait, se sont réunis du coup accompagnés de Elon Musk. Donc dans cette réunion, bien sûr, les personnes qu'on peut penser étaient là. Marine Le Pen, représentant du coup le RN, Viktor Orban, Santiago Abascal pour le parti Vox en Espagne, etc. Et dans cette réunion, la leader actuelle, la plus reconnue de l'opposition traditionnelle vénézuélienne, María Corina Machado, elle s'est présentée en remerciant du coup les partis qui constituent Patriotes pour l'Europe de leur travail en fait pour la liberté, pour la démocratie au Venezuela. Et bien évidemment, en fait, on peut à ce moment-là se questionner sur quelle est la conception que cette leader a de la démocratie, puisque on sait très bien quel est le type en fait de conception et de relation que ces partis de l'extrême droite européenne ont avec la démocratie. Donc ça, c'est le 8 février. Et en fait, une petite semaine avant, en fait, au tout début février, c'est Nicolás Maduro, donc actuel président de facto de Venezuela, qui, de son côté, va recevoir Richard Grenell, qui est l'envoyé spécial du gouvernement de Donald Trump et du coup qui arrive au Venezuela, qui est reçu, lui, au palais de Miraflores, qui est du coup le palais présidentiel, et en fait, visite pendant laquelle on comprend que Nicolás Maduro donc, négocie la poursuite de l'extraction pétrolière de l'entreprise Chevron, qui est une entreprise de coup pétrolière états-unienne, donc la poursuite de son travail d'extraction pétrolière au Venezuela, et cède aussi à l'exigence du gouvernement Trump de accueillir les migrants vénézuéliens qui seront à partir du mois d'avril et ensuite au mois de septembre, qui ne seront plus protégés par le statut de protection temporelle ou TPS, comme ça c'est appelé en anglais, recevoir du coup ces migrants du coup de retour entre guillemets au Venezuela, en sachant que cette fin de statut de protection touche en tout approximativement 600 000 personnes en fait, qui devraient donc être expulsées des États-Unis pour arriver à nouveau sur le territoire vénézuélien. En sachant que le gouvernement Maduro n'accepte pas seulement le fait d'accueillir ou de recevoir à nouveau ces migrants, passant outre en fait leurs droits sur le territoire et en tant que migrants en tant que tels, mais aussi il accepte d'envoyer lui-même en fait les avions
de l'entreprise nationale vénézuélienne, qui jusqu'à là n'avait évidemment aucun droit de circuler dans l'espace aérien états-unien, pour du coup ramener les ressortissants vénézuéliens au Venezuela. Accusés, eux d'ailleurs, de faire partie d'un réseau en fait de malfaiteurs qui, 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 voilà, qui s'est exporté aux États-Unis. Bon, je prends ces deux exemples pour montrer en quoi, effectivement, les forces en fait, politiques qui ont aujourd'hui la place la plus importante dans le contexte vénézuélien s'accommodent finalement très bien ces puissances politiques états-uniennes, européennes, qui sont aujourd'hui voilà, des puissances politiques fascisantes, en fait, qui s'attaquent concrètement non pas seulement à la démocratie en tant que valeur partagée, et je parle bien d'une démocratie, en fait, dans le sens de la démocratie radicale, en fait, dans le sens en fait, de l'émancipation en fait, des populations en domination, etc. Donc, ça accommode très bien ces forces politiques de ces forces internationales fascisantes et antidémocratiques. Mais en fait, cet agencement nous montre en fait qu'il y a finalement beaucoup plus de proximité de ce que l'on croit ou de ce que le campisme pourrait permettre justement de voir entre l'opposition traditionnelle et le gouvernement de Nicolas Maduro, pour plus que eux, au sein du contexte politique vénézuélien en tant que tel, en fait, agissent en tant que force qui se présente comme étant contraire. Et donc, du coup, voilà, la première question, en quoi consiste le campisme au Venezuela et quelles sont les forces qu'il met en présence? Il consiste, comme pour les cas précédemment développés, pour la Syrie et pour l'Ukraine, il consiste en une analyse effectivement basée sur des questions géopolitiques qui auraient tendance en fait à effacer finalement du coup, les particularités de chaque vécu, de chaque cas, et notamment du coup, les vécus des peuples en fait, qui sont touchés par ces forces politiques, et qui par ailleurs, le campisme est une analyse du coup, qui a tendance donc, à écraser en fait parfois même des similitudes entre des forces politiques qui se montrent ou qui se prétendent en fait contraires entre elles. Les origines du coup des analyses campistes au Venezuela, elles ont une assise en fait historique qui jusqu'à il y a un certain temps pouvait faire du sens. En effet, on peut penser donc à ce qui a été à une époque du coup l'espoir qui a représenté la révolution bolivarienne au Venezuela, et en fait aussi l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir. Un espoir qui était un espoir du coup d'une transformation de la démocratie vénézuélienne, de système de gouvernement interne pour le pays, un espoir potentiellement de répartition de richesses, notamment du coup des richesses de l'extraction pétrolière, qui est du coup la principale source économique du pays. Mais en plus d'avoir été un espoir pour le pays en tant que tel, c'était aussi un espoir à échelle internationale, puisque le discours chaviste de la révolution bolivarienne s'est développé, en fait, ou s'est transformé, notamment à partir de l'année 2005-2006, en un discours qui se voulait, du coup, ou une proposition politique plutôt qui se voulait d'un socialisme pour le XXIe siècle, qui, du coup, n'était pas censé rester dans les frontières vénézuéliennes, mais était censée être une proposition politique qui, à la base, était d'abord nuestro-américaine, donc en fait qui concernait du coup le continent américain, et notamment du coup les pays de l'Amérique latine, mais aussi qui était censée du coup s'exporter à échelle internationale. Ce discours arrive en plus dans un moment où en fait plusieurs pays de l'Amérique latine sont gouvernés par des gauches, notamment du coup on voit l'arrivée de Kirchner en Argentine, de Lula au Brésil, de Correa en Équateur, de Evo Morales en Bolivie. Et en effet, du coup, cette vague, ce qu'on appelait cette vague rose, a du coup proposé en fait un nouvel élan, on va dire, pour des gauches, du coup, non pas seulement vénézuéliennes et latino-américaines, mais aussi internationales, qui en fait, disons, avaient jusqu'à là, en fait, vécu surtout les décennies terribles des années 80-90, et qui se trouvaient sans beaucoup d'espoir. Une autre chose, une autre origine de ce campisme, c'est le fait qu'effectivement l'opposition traditionnelle vénézuélienne a fait depuis les débuts en fait de l'arrivée du gouvernement Chavez des alliances fortes en fait avec les États-Unis, qui en effet se sont attaqués du coup au projet révolutionnaire, à la fois par un coup d'État ou une tentative de coup d'État qui n'a pas réussi dans l'année 2002, mais aussi des grèves dans l'entreprise pétrolière entre l'année 2002 et l'année 2003. Et au fur et à mesure, le temps passant, cette intervention états-unienne au Venezuela
s'est transformée aussi dans une forte politique de sanctions économiques qui se met en place notamment à partir de l'année 2019 et qui s'attaque fortement, du coup, notamment à la capacité de l'État vénézuélien à avoir des liens en fait avec les marchés financiers à l'étranger, mais aussi qui s'attaque directement à l'entreprise pétrolière vénézuélienne qui, comme je disais tout à l'heure, est la principale source du coup des revenus pour le pays. Sauf que du coup, ce campisme... Ah, pardon. Et une autre idée, pardon, que je voulais aussi vous dire, c'est que le campisme se base aussi sur des analyses aussi qui ont pu avoir une assise historique dans le fait que l'opposition traditionnelle vénézuélienne a régulièrement rejeté les résultats des élections au Venezuela, qui pour le coup étaient en fait gagnés avec de la clarté par le chavisme et qui avaient été constamment dénoncés comme étant des élections frauduleuses. Sauf que du coup, une fois qu'on se retrouve dans cette situation et qu'effectivement on trouve chez l'opposition traditionnelle et chez ses liens avec les États-Unis, du coup l'ennemi de base, on a du mal à voir finalement quelles sont les évolutions internes au gouvernement chaviste et notamment aussi les évolutions du gouvernement Maduro et comment celles-ci en fait ont amené finalement à une destruction en fait de projets révolutionnaires, s'attaquant notamment aux classes populaires et aux mouvements sociaux qui ont été historiquement, du coup, les soutiens de ce projet de révolution. Me réfère du coup à quelques phénomènes en fait internes à ces gouvernements qui sont du coup difficilement explicables par les interventions étrangères, notamment le développement du coup des politiques sécuritaires qui s'attaquent notamment de manière répressive aux classes populaires à partir de l'année 2015-2017 où on met en place ce qu'on a appelé les opérations de libération de peuple, qui ont été en fait, qui ont pris la forme des rafles en fait, de la part des forces d'intervention spéciales de la police vénézuélienne et qui sont attaquées du coup notamment au quartier populaire. Et en fait, depuis, en fait, les chiffres officiels en fait, sortis par l'État vénézuélien montrent que au moins 5000 personnes par an meurent au Venezuela sous les balles de la police. En fait, donc, c'est quelque chose d'assez grave et qui est difficilement visible justement quand on se maintient dans un regard géopolitique. Cette répression sociale se relie aussi en répression politique en fait, de la dissidence, qui s'est attaquée aussi et notamment aux partis politiques de la gauche et aux organisations de gauche, dont le Parti communiste vénézuélien, qui n'a plus en fait la capacité de présenter ses propres candidats et qui est en fait intervenu dans sa direction par le pouvoir judiciaire vénézuélien. Ce sont aussi des purges en fait des gauches mouvementistes qui ont fait partie des gouvernements chavistes et qui ont été exclus de ces gouvernements, notamment à partir du début de l'année 2016, quand en fait du coup notamment la figure de Reinaldo Iturriza, qui a été ministre des communes et ensuite des cultures, a été exclu du gouvernement et avec lui toute une série d'acteurs en fait justement de ces mouvements sociaux qui travaillaient du coup dans les institutions publiques de chavisme. Tous ces acteurs-là sont aujourd'hui des dissidences, en fait, des dissidences qui se réclament encore du chavisme, mais qui se battent contre le gouvernement Maduro. Et enfin, du coup, ce campisme empêche de voir ce qui s'est passé donc l'année 2024, donc en juillet de l'année dernière, où en effet, il y a eu une élection présidentielle qui a été donc perdue par le gouvernement Maduro et dont les résultats ont été complètement niés et bafoués par le Conseil national électoral. Et en sachant que ce type de fraude électorale avait de toute façon déjà été vécu aussi par d'autres acteurs issus du chavisme et à échelle notamment du coup des municipalités dans lesquelles en fait des gauches en fait ayant présenté leurs propres candidats se sont aussi vus ôter des élections du coup municipales parce qu'elles ne convenaient pas du coup notamment aux intérêts du Parti socialiste uni de Venezuela. Donc on arrive à une situation un peu particulière en fait aujourd'hui où, en fait, pour ne pas suivre le discours habituel de l'opposition traditionnelle, qui est celui de nier, en fait, les résultats des élections, on s'empêche de voir comment les voix des forces de gauche politiques et mouvementistes et communaires au Venezuela sont aujourd'hui les voix aussi qui dénoncent, en fait, la fraude électorale en juillet 2024 et
et qui sont aujourd'hui effectivement en train de se battre dans un contexte où en fait pour eux, l'arrivée de ce gouvernement de facto représente du coup le retour à un système dictatorial au Venezuela dans lequel les garanties démocratiques ont été complètement refermées. Du coup, voilà, mais reste qu'une petite minute, donc quoi faire aujourd'hui? Un peu en suivant l'exemple en fait de ce qui a été du coup ces collectifs de solidarité internationale avec d'autres régions du monde. En fait, nous avons constitué récemment un collectif de solidarité internationale avec le peuple de Venezuela, dans lequel du coup nous avons justement l'objectif de faire circuler les informations, mais aussi les propositions et les analyses politiques en fait de nos camarades au Venezuela qui continuent à revendiquer du coup des valeurs et des attaches à la gauche, mais qui voilà, se rejettent en fait l'autoritarisme de gouvernement Maduro. Et ces collectifs ne fait que naître. Il s'appuie aussi, entre autres, sur le travail de quelques universitaires qui sont particulièrement pris par le semestre, comme vous pouvez bien l'imaginer, mais qui voilà, avons pour objectif de continuer en fait à faire ce type d'échange pour faire connaître la réalité concrète au Venezuela et pour tisser des liens de solidarité concrets qui ont déjà commencé à exister bien avant, évidemment, que ce collectif se mette en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yoletti, aussi de ton respect du temps, mais surtout du contenu de ce que tu as amené, qui est effectivement extrêmement complexe par rapport à la situation vénézuélienne et qui montre toutes les tensions qui s'y manifestent et sur lesquelles effectivement la question du campisme, du coup, se pose dans la mesure où elle tente d'occulter ces tensions qui sont les tensions réelles d'une dynamique politique. Je passe maintenant directement la parole à Bernard Dreano, donc je le rappelle, qui est auteur et militant internationaliste et membre du CD-Team et qui va plus particulièrement porter le focus sur la question des BRICS. Donc Bernard, je te laisse la parole. Il faut que tu mettes que tu voilà. Merci. Alors d'abord, parle avec non pas une super connaissance exhaustive ou universitaire des BRICS et des choses comme ça, mais avec une histoire et une expérience historique et politique qui est celle de aussi liée l'organisation auquel j'appartiens, enfin une des organisations auxquelles j'appartiens, qui est le CD-Team. Juste pour rappeler, le CD-Team, c'est une toute petite organisation, centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, mais qui a été créé à la fin des années 60 par des militants anticolonialistes et anti-impérialistes, et qui, avec plein d'autres et en étant à l'origine de pas mal de choses, euh, a continué à intervenir sur les thèmes de la solidarité internationale et de l'internationalisme euh, depuis cette date. Donc on a une longue histoire derrière nous. Euh, dans le cadre de la discussion qu'on a, on va parler des BRICS. Mais pourquoi est-ce qu'on va parler des BRICS? Euh, Avant de revenir sur qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas les BRICS aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça a à voir ou qu'est-ce que ça a pas à voir avec le Sud global, etc. Je vais revenir un peu en arrière parce que on est encore très marqué par l'image d'un monde qui existait au milieu du XXe siècle ou dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui était ce monde en réalité tripolaire et pas bipolaire. Et puisqu'on avait évidemment deux camps, ce qui évidemment a nourri deux campismes d'ailleurs, hein, il faut le rappeler aussi parce que ça concerne aussi un certain nombre de mouvements populaires pour les deux campismes. Deux campismes, c'est-à-dire d'un côté le bloc soviétique ou le bloc de l'Est ou le camp socialiste, comme l'appelait Fidel Castro, et pas que lui, et de l'autre côté le monde libre, comme l'appelait Eisenhower, et pas que lui. Euh, et ce qui fait d'ailleurs que, et puis, eh ben, ceux qui n'étaient ni l'un ni l'autre, et que Alfred Sauvy, dans les années 50, appelait le tiers-monde. Euh, et dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, une des contradictions principales du monde, c'était effectivement une contradiction, disons, pour simplifier nord-sud, liée au phénomène de la décolonisation, de la destruction des empires coloniaux,
et de l'apparition à un moment donné, dans les années 50, de ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés, qui, je rappelle, est un mouvement d'État. C'est pas les non-alignés, c'est des États non-alignés. Il peut y avoir des forces populaires qui en profitent, qui s'en réclament. Euh, et est-ce que, quelque part, ce dont on va parler a quelque chose à voir dans le contexte tout à fait nouveau d'aujourd'hui, notamment est-ce que les BRICS ont quelque chose à voir avec ça, avec les non-alignés du passé? Juste aussi un exemple pour rappeler, par exemple, cette histoire dans la bataille, dans la contradiction de la décolonisation et de la lutte pour la libération nationale des peuples globalement du Sud. D'abord, évidemment, il y avait une certaine oubli sur le fait qu'il y avait aussi des pays colonisés ou sous oppression coloniale, explicitement coloniale, hein, pour certains d'entre eux, dans l'Empire soviétique et même en Chine. Mais bien entendu, les empires coloniaux auxquels on pensait et qu'on démantelait étaient principalement occidentaux. Mais il faut rappeler aussi qu'à l'époque, par exemple, pour un combattant algérien qui se battait contre l'impérialisme français, il était soutenu politiquement par un des leaders du non-alignement qui était Nasser en Égypte. Il était armé par un autre leader du non-alignement qui était Tito. Et il allait chercher des moyens de soutien politique. C'est Ait Ahmed qui me l'a raconté, du côté de Kennedy. Et si on prend un autre exemple, euh, Bien sûr. la colonne vertébrale de la résistance tunisienne à l'impérialisme français, au colonialisme français, l'UGTT, le syndicat, s'est développé aussi grâce à un soutien direct des syndicats américains. Euh, donc effectivement, c'était légitime d'ailleurs que les pays dominés ou les forces de ces pays dominés cherchent les soutiens là où ils pouvaient et que le campisme qui avait l'air comme ça très monolithique et organisé, c'était pas si simple que ça. Deuxièmement, mais il y avait donc le mouvement des non-alignés. Et il faut rappeler aussi une chose très importante, c'est que le mouvement des non-alignés, donc, a été créé par 5 ou 6 grands pays du Sud, eux-mêmes ayant subi les jougs coloniaux divers, euh, euh, avait 2 objectifs précis dans les années 50 et 60, hein, tels que c'était exprimé à Bandung ou dans la conférence de Belgrade. C'était 2 choses, pas une seule, 2 choses. Premièrement, l'anti-impérialisme pour la libération des peuples. Et on a retenu qu'il y avait ça. Et deuxièmement, la lutte contre la menace de guerre mondiale entre les blocs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelait non aligné et qui ne voulait pas s'impliquer dans le bloc soviétique parce que ça aurait renforcé la dynamique pouvant mener à la guerre mondiale. Ça, c'était très, très clairement exprimé par Nehru ou par Tito d'ailleurs. Euh, bon, aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente, bien entendu, puisqu'on n'a pas 2 blocs, parce que quoi qu'il advienne, la contradiction entre colonialisme à l'ancienne et peuples cherchant leur libération et obtenant pour la grande majorité d'entre eux leur indépendance, sinon leur libération. Euh, et puis d'autre part, l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest ressortait aussi de systèmes politiques euh, et économiques différents. Aujourd'hui, même s'il y a évidemment des tas de contradictions et de différences, on est dans un système monde unique. Je vais revenir dessus sur ce que ça veut dire dans la pratique. Est-ce que, par exemple, les BRICS pourraient être une alternative au système, euh, au système global capitaliste tel qu'il existe? Quelque part, et en particulier dans les courants un peu campistes, on s'imagine que les BRICS sont pas parfaits, mais c'est quelque chose qui annonce euh, ou qui renforce le multilatéralisme, on viendra à cette notion, qui est contre l'hégémonisme, contre l'hégémonie supposée de l'impérialisme principal. Alors, c'est l'impérialisme principal, il y a effectivement un impérialisme principal qui est américain et plus globalement occidental, encore qu'il est un peu en train de se casser ces jours-ci, en termes occidentaux. Euh, c'est une force qui serait pour une désoccidentalisation du monde et beaucoup plus prosaïquement, et beaucoup plus réellement d'ailleurs, pour dédollariser l'économie mondiale
puisque une des formes de l'hégémonie, une des formes principales qui fait qu'il y a une hégémonie américaine et pas simplement capitaliste euh, dans l'économie mondiale, c'est la dollarisation, l'hégémonie du dollar. Euh, Ça ne nous fait pas ça une force de libération forcément, hein, mais est-ce que c'est ça? Alors d'abord, c'est quoi les BRICS en vrai? D'abord, il faut rappeler que BRIC au départ d'ailleurs, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine. Le mot d'ailleurs n'est pas du tout inventé par les pays en question, c'est une description qui est faite par des analystes américains. Comme quoi il y a des grandes puissances émergentes qui, par leur taille, peuvent jouer un rôle très important. Ça se constitue en tant que coordination des quatre pays que je viens de citer en 2009. En 2011 s'y rajoute l'Afrique du Sud. Euh, le départ, c'est que ça va s'instituer dans deux choses et seulement deux choses. Une réunion annuelle et la tentative de créer une banque mondiale d'investissement qui s'est effectivement créée, mais qui va se développer surtout qui va exister à partir de 2014 dans lequel il y a l'idée centrale de cette banque, c'est avoir une force de contrepoids par rapport au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, aux institutions de Bretton Woods, qui sont en grande partie à juste titre perçues comme des moyens de l'hégémonie globale de l'impérialisme occidental et en particulier américain, y compris par leur statut, hein, qu'est-ce qu'il y a des droits de vote et tout ça. Euh, et là, je ne rentre pas dans les détails, parce que dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, c'est ça. Et donc, créer un instrument de commerce international avec cette banque qui permettrait de rééquilibrer. Alors, je dis tout de suite, il y a une limite à ça. D'abord, la banque existe et la direction de la banque est assurée par Dilma Youssef, l'ancienne présidente, ancienne militante d'extrême gauche et ancienne présidente du Brésil, donc une figure de la gauche mondiale, pas seulement brésilienne. Mais son siège social est en Chine. Euh, En réalité, si effectivement il peut y avoir des transactions qui sont faites en d'autres monnaies que le dollar, c'est-à-dire pratiquement uniquement, ça peut être en yuan chinois, ça c'est pas du dollar, la plupart des très limités, parce que c'est quand même une petite banque à l'échelle mondiale, de la banque des BRICS, c'est fait en dollars. D'ailleurs, on peut se poser la question sur les contradictions qui existent pour la Chine elle-même, sur le fait que une dédollarisation sauvage du monde aboutirait à la ruine immédiate de la Chine, si ça se passait aujourd'hui. Parce que la Chine, qui contrôle 40% de la banque dont je viens de parler, la Chine est le plus gros détenteur de bons du Trésor américain. Et s'il y avait Bien un sûr. effondrement le plus gros détenteur au monde, de très loin. Et s'il y avait un effondrement du dollar, on aurait exactement ce qui est arrivé à l'impérialisme français en 1917, qui était le principal détenteur de la dette russe et qui, donc, du jour au lendemain, s'est trouvé, tout un tas de gens se sont trouvés ruinés parce que la dette russe valait plus rien. Bon. Euh, et en plus, la Chine est le pays qui a le plus gros comment dire, excédent commercial par rapport aux États-Unis, et donc n'a pas forcément intérêt à un effondrement de ses relations économiques avec les États-Unis. Tout ça pour dire que dès maintenant, je précise, ça me démontre une chose, c'est que dans cette histoire des BRICS, euh, il y a un pays qui a une stratégie cohérente et et qui s'en sert des BRICS, c'est la Chine. Et les autres, c'est plus ou moins. Alors, je continue sur les BRICS eux-mêmes. Donc, j'ai dit, c'est une réunion une banque et une réunion euh, annuelle. Euh, En 2022, en 2024, pardon, il a été décidé de faire les BRIC Plus, c'est-à-dire d'ouvrir le club BRICS à d'autres pays. En fait, c'était préparé depuis très longtemps et ça faisait l'objet de pas mal de contradictions au sein des cinq participants des BRICS. Et on a donc ouvert, maintenant il y a 10 pays officiellement membres des BRICS, qui sont quand même les cinq premiers avaient un point commun, c'était des pays pas forcément économiquement importants, mais relativement importants en termes de population, enfin, y compris l'Inde qui est le plus grand pays du monde en termes de population. Et relativement, parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même pas si important que ça, relativement important, en tout cas dans leur région, sur le plan économique. L'élargissement des BRICS se fait notamment à l'Égypte,
qui est un pays très important démographiquement, mais économiquement n'existe pas. C'est-à-dire, si vous enlevez l'Arabie Saoudite et les États-Unis, il n'y a plus d'Égypte. L'Égypte, l'Éthiopie, qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est comme puissance économique. L'Iran, qui existe comme puissance historique, bien entendu, mais qui est dans les difficultés qu'on sait, et les Émirats arabes unis, qui, eux, sont une grosse caisse enregistreuse importante dans la finance mondiale. Vous voyez déjà qu'il n'y a pas de cohérence politique hein, là-dedans. Et avec une valse hésitation de l'Arabie saoudite, est-ce que je rentre dedans, est-ce que je rentre pas dedans, est-ce que j'ai un pied dedans, est-ce que j'ai un pied dehors, qui est toujours en cours. Et ça a été élargi ensuite à l'Indonésie, là, qui ressemble plus au schéma d'origine, puisque c'est quand même un des pays les plus peuplés du monde, et entre parenthèses, le plus grand pays musulman du monde, on oublie souvent. Mais ça nous fait quand même un espèce de patchwork, et avec une quinzaine de pays qui auraient bien aimé en être, mais qui n'en sont pas, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que le groupe central n'a pas décidé qu'ils y étaient. Le plus vexé de tous ces pays étant l'Algérie, qui pour des raisons de légitimation de sa clique kleptocratique militaire dirigeante est extrêmement vexé, parce que l'Algérie se considérait historiquement, elle était dans une certaine mesure dans les années 60 et 70, comme un phare politique du Sud, un phare politique du tiers-monde. Mais ça ne nous fait pas une consistance. C'est-à-dire même par rapport au mouvement des non-alignés de Tito, Nasser, Suekarno, Nehru, etc. Par contre, c'est tout à fait utilisé par la Chine comme un de ses moyens, mais il y en a d'autres, la Chine en a d'autres, par tout un tas utilisé par la Chine pour ses intérêts chinois, ses intérêts politiques et surtout économiques. Et c'est éventuellement utilisé par d'autres, puisqu'il y a par exemple une assemblée annuelle, et que l'assemblée annuelle, la dernière, elle a lieu à Kazan en Russie, et c'était une occasion d'une victoire politique de Poutine, qui, sur le plan économique, joue un rôle très, très, très minoritaire hein, dans les BRICS, y compris dans la banque, mais qui a pu l'utiliser politiquement parce que, évidemment, il y avait les 10 pays des BRICS, plus une série d'autres pays qui voudraient bien faire partie des BRICS, et éventuellement bénéficier des subsides de la banque chinoise, euh, qui se sont réunis à Kazan et qui ont démontré que Poutine n'était pas isolé malgré la guerre en Ukraine. Ça ne fait pas du tout, mais pas du tout, un point d'appui des peuples du Sud. Ça fait un acteur, même pas un acteur, un champ d'action dans le système concurrentiel, concurrent et combiné de l'impérialisme au niveau mondial. Euh, Utilisé par la Chine, de même que les deux autres instruments que la Chine domine, celui qui est totalement à sa main créé par elle, qui est l'organisation des, de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Et l'initiative des nouvelles routes de la soie, c'est 70 pays, dont un tiers des pays européens qui en font partie. Mais c'est des propositions que la Chine fait de coopération et auxquelles contribuent ou participent, il n'y a pas de dimension politique officielle, contribuent ou participent des pays dans le monde entier. Et puis l'autre qui est un peu plus connu, qui est de, l'organisation de la coopération de Shanghai, qui elle a été créée en 2001, donc qui a déjà une longue histoire, qui est une tentative de coopération économique sous domination chinoise, enfin, sous domination chinoise, sous, par contrôle, dynamisme chinois, disons. C'est la Chine qui est motrice euh, asiatique, essentiellement asiatique, où il y a à peu près, soit observateurs, soit membres, à peu près tous les pays importants d'Asie. Et là, on voit que dans le système impérialiste mondial d'aujourd'hui, il y a la Chine et que la Chine a une politique diversifiée, complexe, et que ces organisations lui servent principalement à elle. Ce qui est curieux et dont on peut se poser la question, c'est comment ça se fait que, OK, il faut suivre ça, analyser ça, ça fait partie de l'espace du monde, comme bien d'autres organisations en font partie, mais ça ne fait en aucun cas quelque chose qui peut servir aux luttes des peuples, contrairement au mouvement des non-alignés, même avec ses limites, dans les années 50 et 60. Ce n'est en aucun cas anti-hégémonique. C'est dans des contradictions inter-hégémoniques. Euh, et, le, et évidemment, ça ne prend absolument. Alors, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout le sujet de quelconque lutte des peuples pour leur émancipation, soit parce que pour leur
libération d'une oppression de type impérialiste ou de type colonial, soit pour une libération sociale, soit pour une libération d'une dictature. C'est pas non plus automatiquement un club de dictateurs. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas que les pays soient autoritaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les démocraties qui seraient représentées par le FMI, dont les systèmes internes de décision sont absolument pas démocratiques, et de l'autre côté les BRICS qui seraient antidémocratiques et autoritaires. Si on prend le simple critère des élections, au Brésil et aux Afrique du Sud, il y a des élections. Ça pose des problèmes dans leur pratique, mais c'est pas un cas unique. Et évidemment, la Chine est autoritaire. Elle n'est pas exactement de la même manière que l'Iran. Elle n'est pas exactement de la même manière que la Russie. Euh, Bernard, excuse-moi oui. une minute. C'est pour te dire qu'il faudrait que tu en viennes à ta conclusion. Donc, justement, j'y arrive à ma conclusion. Super. Et effectivement, alors, ma conclusion, ça va être d'abord un moment de publicité. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Voilà, je vous conseille absolument la lecture de cet ouvrage qui est le dernier numéro, enfin l'avant, non pas le dernier, un numéro très récent de l'excellente revue Alternative Sud, édité par le CETRI, qui est une organisation, le Centre Tricontinental, qui est une organisation basée à Bruxelles, et qui s'appelle BRICS+, une alternative pour le Sud global, point d'interrogation, un point de vue du Sud et qui est composé, qui est donc un ouvrage écrit à plusieurs voix, très critique sur les BRICS, en tout cas critique, analytique d'abord avant d'être critique sur les BRICS, mais critique sur le fait que contre les gens qui s'imaginent qu'il y a un appui politique possible à des luttes d'émancipation à partir de l'existence des BRICS. Que c'est pas du tout ça le sujet des BRICS, que c'est même plutôt une fausse bonne idée. Euh, Par exemple, pour un seul exemple, mais on peut en prendre plusieurs, on peut en prendre sur la paix, on peut en prendre sur le développement, mais prenons un sur la démocratie mondiale, le droit international. Pour qu'il y ait démocratie mondiale minimum et un minimum de respect du droit international, il ne faut pas qu'il y ait domination hégémonique d'une seule puissance ou d'un consortium de puissances, indépendamment de leur caractère interne à chacun. Le multilatéralisme est donc quelque chose qui fonde les relations internationales. Maintenant, quel multilatéralisme? La Chine utilise l'argument du multilatéralisme contre le, entre guillemets, multilatéralisme occidental. Euh, et c'est ce que la féministe marxiste Kavita Krishnan indienne explique très très bien. Ce multilatéralisme-là, à la sauce BRICS ou pas, c'est pas du tout du multilatéralisme, c'est de la prime aux dictatures contre les peuples. De même que dans une forme, la lutte pour la démocratie contre le péril communiste du plan Condor en Amérique latine était absolument pas une lutte pour la démocratie, mais une lutte pour favoriser les dictatures. Le vrai multilatéralisme, il se construit, là encore une fois, à partir de la pression par en bas de tous les peuples pour la représentation de tous les peuples dans l'arène mondiale, avec des règles qui peuvent s'être améliorées, mais qui ont été tentées d'être mises en place par la Charte des Nations Unies comment dire, d'autres accords internationaux. Euh, mais par contre, ne nous trompons pas, mais par contre, analysons exactement comment s'articulent les rapports de force. Et évidemment, encore une fois, si le deuxième financeur de la Banque internationale des BRICS, c'est les Émirats arabes unis, vous imaginez bien qu'on n'est pas dans du progressisme. Et je m'arrête là. Merci Bernard pour cette présentation extrêmement approfondie et finalement le plus détaillée possible dans le minimum de temps qui t'était imparti. Euh, et alors, à la suite de vos interventions, je propose, comme je l'ai dit en début de présentation, que les personnes qui souhaitent intervenir s'inscrivent dans le chat. Et du coup, je leur donnerai la parole en fonction de cette inscription dans le chat et avec cette précision qu'il faut que ces interventions ne dépassent pas 2-3 minutes pour que on ait effectivement le temps de les traiter, d'y répondre et d'avoir des échanges là-dessus, à la fois avec les intervenants et avec l'ensemble des participants également.
Donc, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui voudrait s'inscrire? Pour ma part, en attendant que ça mûrisse dans la tête des participants, je voudrais revenir à ce qui a été dit au début par Joseph Daher, qui a noté la capacité d'auto-organisation, une capacité d'auto-organisation des peuples, des populations, qui est augmentée. Et je voudrais, Joseph, te poser la question de savoir qu'est-ce qui produit effectivement qu'est-ce qui a produit cette augmentation, puisque tu parlais du cas de la Syrie, et je poserai la même question en fait aux trois autres intervenants. Merci Christiane, merci encore à toutes et à tous pour cette conférence. Ce qui s'est passé à la suite du 8 décembre 2024 en Syrie, à la suite de la chute du régime Assad, qui est le résultat de deux dynamiques principales, je dirais. D'une partie, euh, c'est que ce régime avait perdu toute forme, même minimum, de soutien à l'intérieur de la société syrienne. Il faut savoir que la chute du régime a presque eu lieu, presque sans combat. Il faut savoir que Hayat Tahrir al-Sham, le groupe réactionnaire, est parti d'Idlib et a conquis plusieurs villes. Et en tout, on dit dans les 3 semaines qui ont mené à peu près à la 2 semaines et demie à la chute du régime, il y a eu pas plus que 300 morts. Ce qui, dans le cadre, alors toute proportion gardée, bien sûr, ça reste toujours trop, mais dans le cadre d'un chute du régime, c'est vraiment pas énorme. En fait, les soldats, pour la grande majorité, fuyaient et ne voulaient pas se battre pour un régime pour lequel ils n'avaient aucune sympathie. Il faut savoir que plus de 90% ou 90% de la population syrienne vivait sous le seuil de pauvreté. La grande majorité vivait grâce aux envois de fonds. Donc, il avait perdu toute forme de soutien populaire. Deuxièmement, ses alliés principaux, la Russie et l'Iran, et Hezbollah, ont été affaiblis. La Russie par sa guerre impérialiste en Ukraine et l'Iran et le Hezbollah par la guerre israélienne contre le Liban et les attaques. Et ce qui explique la chute du régime Assad comme un château de cartes. Et dès lors que les centres de pouvoir ont disparu en Syrie, parce que en m'inspirant des thèses de Gilbert Achcar, je pense qu'en Syrie, on avait la présence la nature d'un régime patrimonial. Ça veut dire que les centres de pouvoir étaient concentrés dans ce palais présidentiel de Bachar el-Assad, Maher Assad et sa femme. Allah a complètement disparu. Et en même temps, le nouveau groupe au pouvoir, Hayat Tahrir al-Sham, il faut savoir qu'il contrôlait une toute petite partie de la Syrie jusqu'à mi-novembre, c'est-à-dire Idlib. Il y avait 8 000 fonctionnaires dans son gouvernement de salut, dit de salut. Il dispose de 30 000 à 40 000 soldats. Donc aujourd'hui, il doit gérer 20 millions de Syriens et Syriennes. Et ce qui fait que aussi, vous avez des zones qui sont en dehors du contrôle du gouvernement actuel. Par exemple, le sud, Soueda, Daraa, et le nord-est, bien sûr, donc, cela permet aux populations de pouvoir manifester, s'organiser. Aujourd'hui, tout le monde parle de politique en Syrie. Il faut juste se rappeler que pendant 54 ans, on parlait d'un régime où c'était le régime du silence. Les murs avaient des oreilles. On ne parlait pas politique nulle part quasiment. Et une répression tout azimut. Là, j'ai vu des gens, moi ça faisait 14 ans que je n'étais pas rentré, mais j'ai vu des gens, ça faisait 50 ans, des opposants politiques qui n'ont pas pu rentrer aux opposants. Aujourd'hui, à Damas, vous avez 3 à 4 conférences par jour. Vous avez des manifestations qui ont lieu de manière quasi quotidienne dans différentes régions de Syrie pour protester contre les mesures d'austérité du régime qui a pour objectif de virer 300 000 employés. Là, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers qui ont été foutus dehors. Vous avez des manifestations tous les jours. C'était impossible auparavant. Il y a des structures qui essaient de se mettre en place, de coordination de ces travailleurs ou ces travailleuses et employés d'État. Ça a besoin de temps, bien sûr. Il y a des collaborations de groupes démocratiques. Juste pour vous donner un autre exemple, il y a une ville qui s'appelle, on dit dans la campagne de Damas, le canton, le gouvernorat, mais c'est à 10 minutes du centre-ville. Donc, dans cette ville qui était de 200 000 habitants, elle est passée à 1 million. Les habitants ont refusé que le groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui est au pouvoir maintenant, s'occupe de la sécurité ou ouvrir un bureau politique dedans. Donc, c'est leurs propres forces locales qui s'organisent et qui font la sécurité. Ils ont repris
immeubles du Baas. Ils font des conférences quasi quotidiennes sur des multiples sujets. Ils ont proposé une conférence de dialogue national alternatif que le nouveau pouvoir avait proposé, mais qui, on ne sait toujours pas avec qui ça va se tenir, sur quel ordre du jour, qui va être représenté. Et ils ont fait un appel que les autres villes suivent ce même système. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis. Il y a des campagnes sécuritaires actuellement dans des régions, type Homs, sur dynamique confessionnelle, des kidnappings, qui empêchent une plus grosse organisation de certaines autres régions. Mais le fait, et c'est ça, je pense, qui est primordial pour un internationaliste ou une internationaliste, c'est dans la capacité de, de permettre une augmentation des classes populaires et travailleuses de pouvoir s'organiser. Et ça, c'est un gain sans précédent depuis le 8 décembre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire du tout qu'on aura un gouvernement socialiste demain en Syrie, qu'on n'aura peut-être pas un gouvernement, un régime nouveau autoritaire. C'est une véritable menace. Mais la capacité, euh, voilà, du rapport de force est telle que le nouveau pouvoir n'a pas toutes les capacités ni militaires et ni politiques pour tout contrôler, ce qui permet un espace plus grand. Et dès lors aux classes travailleuses et populaires de s'organiser. Et donc, honnêtement, quand j'y étais, puis ça continue jusqu'à maintenant, il y a un dynamisme très intéressant, malgré une pauvreté de plus de 80, d'environ 90%. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et peut-être en faisant un lien avec ce qu'on disait avant, le campisme a bien sûr un héritage idéologique par rapport à l'Union soviétique, etc. Mais le campisme aussi, c'est pour moi une forme de défaite de la capacité de penser un monde alternatif par en bas, du changement par en bas. C'est aussi voilà, une partie de la gauche qui se dit c'est impossible un changement radical par en bas, donc on va essayer d'utiliser des formes euh, de contradiction entre des puissances impérialistes, mais de manière un peu stratégique. Et c'est l'incapacité de voir les classes populaires et travailleuses comme le sujet possible du changement, de l'émancipation, de la libération. Donc voilà, j'espère que ça répond. Je suis content de revenir sur certaines dynamiques en Syrie. Aussi, je n'ai pas assez parlé, mais de la question kurde, qui rejoint ce que disait aussi par rapport à Catherine, même dans des États, entre guillemets, post-coloniaux, vous avez ces dynamiques euh, de domination nationaliste, entre guillemets, de secteurs opprimés, dans le cadre du système impérialiste, face aux populations kurdes de Syrie qui ont subi des politiques de colonisation, de changement démographique et autres. Mais on peut